démarrer ce webinaire proposé par le Centre de réadaptation de Mulhouse pour mieux comprendre notre établissement et mieux accompagner les personnes en situation de handicap. Nous avons préparé une présentation où nous allons tenter de vous faire participer un maximum. Donc, à des moments, on va vous solliciter. Vous verrez à quel moment. Pour les règles du webinaire, on va vous demander de garder vos micros en sourdine. Le webinaire étant enregistré, nous allons vous demander, donc, pour les personnes qui ne souhaitent pas être filmées, d'éteindre les caméras. Et je vous invite même, pour faciliter donc l'accès à la fluidité du réseau, d'éteindre vos caméras pour que ça soit assez fluide pour vous et pour nous. Si vous avez des questions tout du long de notre présentation, vous allez pouvoir, sur le chat que vous pouvez ouvrir sur la droite de votre écran, poser toutes les questions. Elles peuvent venir au fil de l'eau. Nous y répondrons en fin de présentation. On a prévu un petit temps, 10-15 minutes, où on va essayer de répondre à vos questions si on n'a pas pu le faire durant la présentation. Donc, n'hésitez pas à le faire tout au long de la présentation. Alors, qui vous parle? Parce que je pense que c'est important, hein. Nous, on va beaucoup parler, et comme on ne vous entend pas et on ne va pas vous voir forcément, au moins que vous sachiez qui nous sommes. Donc déjà, ma collègue, je laisse se présenter. Bonjour à tous, Morgane Salmon. Donc, je suis responsable de formation sur toutes les formations numériques, industrie au CRM. Pour ma part, Maria Gerster, responsable de formation pour les filières bâtiments, mécanique et services aux collectivités. Et nous avons donc en backstage, en coulisses, deux de nos collègues, Anne Krener, assistante de direction à l'orientation et formation professionnelle, et Mireille Salva, chef de projet relations et partenariats entreprises, qui seront là pour suivre dans le chat et elles nous feront remonter les questions à la fin, à l'issue de la présentation. Le déroulé. Alors, le déroulé, on l'a pensé en 3 parties. D'abord, mieux connaître le CRM, qui peut être concerné par le CRM, et on s'est dit que c'était intéressant d'essayer de déconstruire quelques idées reçues que vous ou les personnes que vous accompagnez pouvaient avoir. On a prévu un temps de 45 minutes, donc normalement la présentation devrait durer environ 30 minutes, ce qui nous laisse ensuite 10-15 minutes pour essayer de répondre à vos questions que vous pourriez avoir au cours de l'eau, comme l'a dit ma collègue. Alors, donc mieux connaître le CRM. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que certains de vous ne connaissent pas toujours bien notre organisme, nos valeurs, nos missions, et tout ce qui fait que le CRM est un acteur engagé pour votre avenir ou celui des personnes que vous accompagnez. Donc le CRM, c'est pour Centre de réadaptation de Mulhouse. Donc nous avons 2 entités. Une entité plutôt sanitaire médicale, donc pour de la réadaptation fonctionnelle, qui peut aussi s'appeler SSR ou des choses comme ça. Et la partie qui nous concerne aujourd'hui, c'est la partie réadaptation professionnelle. Mais la réadaptation professionnelle, eh bien, c'est quoi? Et donc, c'est là qu'on va vous solliciter pour un petit sondage qui va apparaître dans quelques secondes sur votre écran et sur lequel on vous demande de répondre. Alors, on va laisser une petite dizaine de secondes, le temps qu'un maximum de personnes répondent. Et puis, après, je vous répondrai pour voir si vous avez répondu juste ou pas. C'est parti. Voilà, donc vous avez 10 secondes pour essayer de répondre à ce sondage. Alors, normalement, c'est apparu sur votre écran, vous devriez pouvoir cliquer. Ah, voilà, les réponses arrivent. On va attendre encore quelques petites secondes. Ah, les réponses sont plutôt réparties, c'est intéressant. Alors, on ne va pas faire durer le suspense trop longtemps. Donc, en fait, eh bien, vous avez tous raison, parce qu'en fait, c'est l'ensemble de ces réponses. Alors, on connaît souvent le terme reconversion. Alors oui, on fait de la reconversion, mais parfois en amont, il faut aussi faire de l'orientation. C'est-à-dire que une personne a besoin de retravailler ou de travailler. Elle ne sait pas vers quoi aller. Il va falloir qu'elle passe par une phase d'orientation. Donc, on fait bien de l'orientation professionnelle. En vue ou non d'une reconversion professionnelle, ça dépend des cas. Certains parcours nécessitent de la formation professionnelle. En effet, on fait de la formation professionnelle au CRM. Donc, pour certains parcours, ils vont passer par la case formation.
L'accompagnement à la réinsertion professionnelle, c'est notre objectif. En fait, l'objectif, c'est toujours l'emploi, un emploi durable en adéquation avec les situations de handicap. Donc, l'accompagnement à la réinsertion professionnelle, c'est vraiment le fil rouge tout au long des parcours de nos stagiaires. Et une équipe disciplinaire, pluridisciplinaire, pardon. Pourquoi? Parce que voilà, les parcours peuvent être jalonnés de certaines difficultés, certains besoins. Et donc, les professionnels de santé, du champ social, de l'insertion, de la formation, et j'en passe, sont là pour venir étayer et aider tout au long du parcours. Voilà. Alors, ce parcours, en fait, c'est ce qui fait aujourd'hui le cœur de notre accompagnement, c'est-à-dire qu'on n'accompagne pas juste pour de la formation, mais on accompagne dans une logique de parcours. Et la diapo que vous voyez là a pour objectif de vous expliquer que quelqu'un qui arrive chez nous va certainement devoir construire son parcours avec nos équipes, avec les professionnels, en vue de l'emploi, hein, cette fameuse finalité qui est le retour à l'emploi. Mais on n'est pas sur la formation directe. Et c'est un peu ce que je vais essayer de vous expliquer, hein, ce qui pourrait être les blocs, les passages, les étapes par lesquelles un stagiaire, un usager pourrait passer en vue d'un retour à l'emploi. Alors, la première étape, le premier jalon, et ça va être celui qui va être un peu notre credo aussi, c'est l'information, se rencontrer. En amont de tout dispositif, il est extrêmement important qu'on puisse pouvoir avoir un contact avec l'usager, bien évidemment, avec vous, si vous accompagnez des bénéficiaires, se rencontrer parce que accueillir quelqu'un sans avoir des éléments sur qui il est, sur ses besoins, parce qu'on va évaluer les besoins de la personne pour pouvoir l'accueillir dans de bonnes conditions et construire avec lui le parcours le plus adapté, il faut pouvoir se rencontrer. Alors, il y a différents temps. Il peut y avoir des temps de visite, des temps alors qu'on appelle matinales, j'en parlerai un peu plus tard. Ce sont des réunions d'information, hein, que l'on propose tous les 2 mois. J'en parlerai donc à la fin de la présentation. Et un passage obligatoire par un pré-accueil. Donc, comme son nom l'indique, pré, c'est avant, qui permet de rencontrer la personne sur tous les plans, sur le plan médical, sur le plan social, sur le plan pédagogique, administratif, rémunération, voilà. Et la personne rencontre les différents professionnels au centre pour pouvoir justement évaluer où se situe, en gros, la photo de départ de l'usager. Quand on s'est rencontrés, il peut y avoir, donc à partir de là, en fait, les étapes, il peut y avoir, ça dépendra bien évidemment de la personne de l'usager. Il peut y avoir l'étape de la préorientation. Alors, la préorientation, c'est l'idée, en fait, je ne sais pas quoi faire. Voilà. Je sais pas et j'ai besoin d'identifier ce que je peux faire en termes de pistes métiers, vérifier les adéquations avec le handicap. On peut avoir plusieurs pistes métiers et travailler un petit peu en entonnoir et voilà, débroussailler ce qui peut être encore en questionnement et se dire ah maintenant c'est pas fait pour moi. Donc la préorientation, 3 mois, permet justement d'identifier la piste métier, quelquefois des pistes métiers, pour pouvoir ensuite construire la suite. Il peut y avoir deuxième jalon, une étape où en fait la personne n'est pas encore prête. Il lui faut du temps supplémentaire parce qu'elle n'est pas encore prête en termes d'autonomie, en termes d'engagement dans un dispositif de formation qualifiante. Il lui manque peut-être à travailler du rythme, reprendre un rythme de travail. Il lui manque peut-être à travailler la posture professionnelle, l'autonomie. Et nous avons des dispositifs qui, justement, voilà, on n'est pas prêt. Il y a des dispositifs qui vont essayer de construire pour être prêts à s'engager dans un parcours de formation qualifiante. Donc, on a plusieurs dispositifs comme le réentraînement au travail. Donc, comme son nom l'indique, on se réentraîne sur des temps où on va déjà se lever pour être à l'heure au travail, où on va s'entraîner à respecter une tâche de travail simple. Et puis, l'idée, c'est que ça aille crescendo pour construire quelqu'un qui sera prêt à s'engager dans un travail, quel qu'il soit. Alors, on travaille bien évidemment de toute façon l'autonomie, on travaille la posture professionnelle et quel que soit le dispositif, voire jusqu'à la formation qualifiante, ça de toute façon c'est intégré dans nos formations.
Nous avons aussi un dispositif qui est nouveau cette année, Cap Jeunes 16-25 ans, donc pour les 16-25 ans. L'idée étant de préparer sur 10 mois l'arrivée dans un parcours de formation professionnelle des jeunes qui peuvent être en rupture sociale, qui peuvent être en échec social, qui peuvent être en isolement, enfin vraiment en difficulté, en échec. L'idée, c'est que ce dispositif les remette en mouvement en vue d'un parcours vers un emploi. Et nous avons un dernier dispositif qui va démarrer en septembre, qui est aussi nouveau dans notre établissement, remobilisation pour les plus de 55 ans. Un petit peu à l'image des jeunes, l'idée c'est d'engager en fait une remobilisation du public de plus de 55 ans en vue d'identifier ce qu'ils sont capables de faire dans le cadre de leur fin de parcours professionnel. En travaillant la posture professionnelle. Pour certains, il y a à lever des freins d'un point de vue social, d'un point de vue de l'image professionnelle, des compétences numériques qui sont nécessaires aujourd'hui, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle. Voilà, c'est un package de remobilisation des plus de 55 ans. Sur 10 mois. Donc voilà, ces trois dispositifs sont là pour essayer de lever des freins, pas encore prêts, mais on va essayer de lever les freins sur un temps assez long pour les remettre en mouvement. Ensuite, autre jalon qui est possible, je suis maintenant prêt, je me sens suffisamment capable d'adhérer à un dispositif de formation. Par contre, j'ai besoin de renforcer des savoirs de base. Donc là, on est sur le renforcement nécessaire, où on est presque prêt, mais il manque l'étape, la marche des compétences de base. Donc nous avons un dispositif FLE, français langue étrangère, qu'on appelle Réflexe dans notre établissement, et une remise à niveau, RAN, en termes de terminologie, qui vont permettre de poser cette dernière brique avant de s'engager réellement dans une formation métier à proprement dit. Ensuite arrive le bloc formation préparatoire. Alors, préparatoire à un métier, hein, cette fois on est prêt. On est prêt parce qu'on a, on va dire, l'engagement nécessaire. On a, on va dire, les savoirs, les compétences de base nécessaires. Et cette fois, l'idée, c'est qu'on rentre précisément dans le métier et qu'on puisse préparer la personne aux prérequis en vue de la formation qualifiante. Prérequis qui peuvent être de niveau, qui peuvent être de connaissances, de culture d'un secteur professionnel. Hein, quand on a des reconversions, voilà, souvent on parle du boulanger qui ne peut plus faire son métier parce qu'il est allergique à la farine. Voilà, c'est un exemple. Alors, sans caricaturer, mais de dire aujourd'hui, il faut passer, s'il veut devenir demain informaticien, il n'a peut-être pas la culture du métier et il faut pouvoir en fait l'acculturer au secteur visé et la préparatoire va permettre cela, permettre la remise à niveau s'il y a des prérequis. Donc, elle dure entre 4 à 6 mois dans notre établissement en fonction des filières qu'on vous présentera juste après. Et enfin, et c'est là où c'est intéressant dans cette logique de parcours, la notion de formation qualifiante, elle n'arrive qu'à l'issue de cette logique de parcours. Ça y est, on est enfin prêt, on peut se former à un métier et cette fois, on va être vraiment sur de l'acquisition de compétences professionnelles au regard d'un titre professionnel ou d'un diplôme en fonction du métier. Et bien évidemment, tout ce parcours est en vue d'une insertion durable, puisque c'est la finalité de la réadaptation professionnelle. Donc c'est vraiment important que vous qui accompagnez au quotidien, vous qui pouvez avoir du contact aux usagers, c'est d'avoir aussi cette logique de parcours. Vous allez certainement faire une partie de ce que nous aussi on fait, hein, débroussailler une piste projet. Certainement, je sais qu'on a des France Travail qui sont avec nous, vous le faites. Il faut juste imaginer que peut-être il manquera encore des jalons, des blocs avant d'arriver à la notion de formation qualifiante et reconversion pure et dure, parce que engager quelqu'un dans un parcours qui, chez nous, sont un petit peu plus longs que dans le droit commun, on peut se retrouver avec des personnes qui veulent tout de suite faire de la formation, mais pour qui, en fait, on n'a pas pris le temps d'évaluer,
On n'a pas pris le temps de vérifier qu'il n'y avait pas de frein périphérique, qu'il avait toutes les compétences de base, qu'il avait la culture du secteur pour se former. Et à aller trop vite, quelquefois, on a des personnes qui malheureusement décrochent parce que c'est allé trop vite, parce qu'on voulait directement aller à la formation qualifiante. C'est là où souvent on se retrouve avec des situations d'échec ou d'interruption de parcours, ce que l'on veut éviter impérativement. C'est pour ça qu'on parle bien de cette logique de parcours. Alors, les formations. Donc, notre service s'appelle l'OFP, Orientation et Formation Professionnelle. Alors, 185 salariés, ça comprend les salariés de l'OFP, mais également toute une partie, on va dire, des fonctions support qui sont chez nous également. C'est une grosse équipe, mais c'est vrai que la pluridisciplinarité fait que on a besoin d'un certain nombre de disciplines pour pouvoir accompagner au plus près. On a un agrément pour 416 stagiaires. C'est ce qui définit un petit peu notre activité, notre objectif d'activité à atteindre sur l'année. 416 stagiaires, ça veut dire qu'au fil de l'eau, on en a quand même beaucoup tous les jours dans nos murs. On propose des formations qui vont du niveau CAP au niveau ingénieur en fonction des filières. Donc, je vous présenterai juste après. Et chose très très importante pour nous, c'est la pédagogie par le faire, parce que on a des personnes de tous âges qui peuvent avoir des difficultés d'apprentissage, et la pédagogie par le faire leur permet à la fois de mieux retenir, de mieux comprendre, et surtout d'être plus opérationnels en vue de l'insertion professionnelle. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils aient du matériel récent, à jour, qu'ils vont pouvoir retrouver en entreprise, et qui leur permettra de travailler beaucoup plus vite, beaucoup mieux. On a également des stages en entreprise qui sont effectués dans tous nos parcours de formation et qui permettent également d'avoir cette vision entreprise, comment ça se passe dans l'entreprise, quels outils j'utilise, etc., etc. Donc c'est vrai, tout ce cercle a vocation à être vertueux pour vraiment amener vers une belle insertion professionnelle. Les filières qu'on propose au CRM. Donc, on a une première filière, service aux collectivités, qui propose des formations d'agents de sécurité et de gardiens d'immeubles. Une filière santé avec les formations aides-soignants, auxiliaires de puériculture. Le tertiaire en vert, où là, on va plutôt balayer des métiers d'employé commercial, chargé d'accueil, la partie comptabilité, fiscalité, gestionnaire de paye, RH. La partie numérique industrie, où là, on a un certain nombre de métiers, ce qu'on balaye du CAP jusqu'au niveau ingénieur. Donc, des métiers qui vont plutôt du dépannage, reconditionnement informatique, des techniciens, assistance informatique, réseau, des métiers de techniciens supérieurs et des métiers dans le développement, site web, application, et un cursus ingénieur qui permet aux candidats les plus motivés, on va dire, d'aller vraiment au bout et d'accéder à des emplois intéressants. On a aussi la filière bureau d'études, donc c'est la filière bâtiment et mécanique, avec comme cœur de métier le dessin, dessinateur en bâtiment, niveau bac et niveau bac plus 2 pour le BIM, dessinateur, projeteur en mécanique, c'est des dessinateurs de pièces mécaniques. Donc là, ça peut être intéressant pour des profils qui viennent du bâtiment, qui ont été sur le terrain, ou qui viennent de l'industrie, qui pourraient se reconvertir vers ces métiers-là. Et enfin, l'animation en orange avec trois métiers: animateur socioculturel orienté enfant, animateur social plutôt orienté personnes fragilisées en situation de handicap ou personnes âgées, et enfin un diplôme de directeur d'accueil collectif de mineurs. Alors, notre petit truc en plus, c'est de mettre le stagiaire au cœur de notre accompagnement. Donc, on a en jaune, le premier cercle jaune, c'est l'équipe pluridisciplinaire. On en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, c'est très important. On a vraiment des disciplines assez variées. Donc, il y a la partie pédagogique, bien sûr, mais pas que. Il a fait un petit message. On a les médecins, les infirmières, les psychologues du travail, les psychologues cliniciens, neuropsychologues, ergothérapeutes, et j'en oublie, je voudrais froisser personne, mais c'est vrai que ces équipes travaillent en pluridisciplinarité. On essaye de prendre des décisions collégiales qui vont vers le mieux
Alors, apparemment, on a un petit problème de son. Oui, on est juste en train de vérifier. Est-ce que vous nous entendez tous bien? Remettez-nous des pouces si... Oui, oui, Ah. on a dit oui. C'est juste que là, on voit qu'il y a des petits messages. On va juste vérifier. C'est la réalité du direct. Oui, direct. On est juste en train de vérifier nos paramétrages C'est peut-être chez toi. audio. A priori, vous nous entendez plutôt bien. Ah, non, c'est peut-être pour la personne, je n'ai pas de son. Ok. D'accord. Bon, on va continuer. Alors, sachez qu'il y aura un replay. Donc, si vraiment il y a des parties Oui. que vous n'avez pas entendues, vous pourrez revoir le replay et faire un focus sur ce qui n'a pas été audible. Je reprends du coup, excusez-nous pour la petite coupure. Donc le jaune, équipe pluri qui travaille en concertation avec des expertises complémentaires. En bleu, équipe CRM, parce que bah oui, on est quand même un gros établissement avec de l'hébergement, avec de la restauration, avec de l'informatique, des services techniques et j'en passe. Donc, ce qui permet de veiller au bon fonctionnement de l'établissement, des salles de cours, du matériel, etc., etc. Le rond rouge, auquel pour la plupart vous appartenez, l'environnement socio-économique. Donc, il y a tous nos orienteurs prescripteurs, les services publics de l'emploi, les MDPH, également toutes les entreprises. Et les entreprises, c'est important pour plusieurs raisons. On noue des partenariats parce que nos formateurs ont besoin de rester proches de la réalité du terrain, de rester en contact avec voilà, ce qui se passe, les évolutions, les besoins des entreprises. On l'a dit, il y a des stages également, donc on a aussi besoin de lieux de stage, de personnes qui veulent bien accueillir nos stagiaires pour les accompagner, continuer à les former parce que c'est complémentaire à ce que l'on fait ici au CRM. Et, euh, et donc c'est vrai que voilà, cet environnement socio-économique, il est vraiment très très important et c'est aussi l'objet de cette présentation aujourd'hui. C'est de dire, voilà, on est accessible, venez, posez-nous des questions, il faut qu'on travaille ensemble. Les stagiaires, les usagers qui viennent vers nous, souvent, il y a des grosses inquiétudes sur la prise en charge. Donc, un rappel pour certains ou une découverte pour d'autres. Donc, en termes de prise en charge, les coûts pédagogiques, donc voilà, ce qui va faire que notre établissement peut fonctionner, ainsi que les hébergements. On n'en a pas encore parlé, mais il y a des possibilités d'hébergement dans notre établissement, 330 hébergements, chambres ou studios adaptés, sont pris, donc le coût pédagogique et hébergement est pris en charge par la sécurité sociale. Le stagiaire, donc ça c'est notre vocabulaire, hein, c'est l'apprenant, chez nous on l'appelle le stagiaire, va être rémunéré par la région Grand Est en fonction de sa situation antérieure. Ça peut osciller, alors là peut-être que les taux ont légèrement bougé en 2026, c'est possible, mais ça oscille entre 769 euros jusqu'à 2170 euros et ça dépend des années antérieures travaillées. Au niveau donc de ce qui reste à charge du stagiaire, ce serait les frais de restauration, sauf pour les personnes en maladie professionnelle ou accident du travail sur validation de la CPM. Donc les frais de restauration, 4,35 € par repas. Donc voilà, les frais qu'il reste, ça serait éventuellement les frais de restauration. Au niveau du profil, du statut des stagiaires que nous accueillons, on est essentiellement sur des demandeurs d'emploi, donc inscrits à France Travail, donc ça c'est une obligation. Il peut y avoir aussi des salariés qui vont demander une dispense pour pouvoir venir chez nous sur le temps d'un parcours. Il peut y avoir aussi des personnes de la fonction publique et auquel cas on est plutôt sur une disponibilité. Donc, en fonction des profils, on peut. Alors, c'est pour ça que c'est important de nous contacter. On peut avoir une réponse en fonction des situations de chaque usager que vous accompagnez. Quelques chiffres pour terminer cette première partie, donc des chiffres liés donc aux résultats d'examen. Donc en 2025, les stagiaires qui se sont présentés à un examen, 80 ont réussi, totalement ont obtenu leur diplôme ou titre, 11 partiellement, donc avec une partie à repasser. À 6 mois de la sortie de formation, on est à 58% d'accès à l'emploi et à 18 mois, donc là, à 1 an et demi après la sortie, on est à 76%, ce qui est quand même assez satisfaisant par rapport au public où on sait qu'un public en situation de handicap a plus de difficultés à l'accès à l'emploi.
Alors, on continue et on va essayer de faire un petit focus sur les profils qui peuvent être concernés pour venir au CRM, qui peuvent être Alors, sans caricaturer encore une fois, on a essayé de vous donner un peu des profils qui sont accompagnés. Quelquefois, bah, ces profils, c'est une seule et même personne. Il peut y avoir des personnes en reconversion, donc suite à un accident de la vie, une maladie, qui ne leur permet plus d'exercer. Voilà, c'est souvent le premier public auquel on pense, hein. Je ne peux plus faire le fameux boulanger, qui ne peut plus faire son métier de boulanger. Il peut y avoir des personnes qui ont une volonté de se réinsérer, mais par difficulté sur le plan de la santé, parce qu'il y avait encore un parcours de soins, d'errance médicale éventuellement, sont très très éloignées de l'accès à l'emploi, mais ont cette volonté de pouvoir encore travailler. Donc ça peut être un profil accompagné. Troisièmement, des personnes qui n'ont jamais réussi à s'insérer en milieu professionnel en raison du handicap, c'est-à-dire les freins liés au handicap sont tels que ils rencontrent des difficultés et ces freins ils doivent être levés et accompagnés par des équipes et ça peut être chez nous. En quatre, une personne qui ne sait pas si elle est encore en capacité de travailler, si elle est encore en mesure de travailler. Et il y a des personnes qui pensent ne plus être capables de travailler. Donc, elles ont besoin de se remettre en mouvement. Donc, on a des dispositifs qui peuvent répondre à ça. Il peut y avoir des personnes qui ont un projet qui est très clairement identifié, mais qui ont besoin de lever les freins périphériques. Et il peut y avoir des personnes, la dernière case 6, qui ont un projet très bien identifié et qui ont déjà identifié la formation dont elles ont besoin, parce qu'elles ont travaillé en amont avec peut-être certains d'entre vous sur la construction de leur projet. Quelquefois, ça peut être un mix de tous ces profils. Voilà. Donc, il n'y a pas un profil unique. L'idée, c'était juste de vous donner comme ça les grandes familles de profils type. Mais comme dit, chaque personne étant unique et différente, forcément en face, on va individualiser le parcours, on va personnaliser la logique de parcours qu'on vous a présentée un petit peu avant, parce que chaque personne va devoir construire, mettre les jalons nécessaires en vue de son insertion professionnelle. Alors, juste parce que j'ai vu la question passer, en effet, on accueille, enfin, en effet, non, on accueille uniquement des personnes qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. On en parle juste après. Voilà. Dans le processus d'intégration, donc oui, effectivement, notre public est exclusivement en situation de handicap avec une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, une RQTH. Donc ça, c'est, on va dire, un élément obligatoire. Ouais. Alors, bien évidemment, c'est pas parce que j'ai une RQTH que je peux venir au centre de réadaptation de Mulhouse. Il y a quand même tout un processus. Comme on vous le disait dès le démarrage, il faut nous contacter, vous ou l'usager, ou avec l'usager. Contactez-nous pour qu'on puisse informer, répondre déjà aux premières questions très techniques et on va essayer de déconstruire certaines idées sur les délais, sur comment je fais, de quoi j'ai besoin, est-ce que vous pouvez m'héberger. Donc, il faut nous contacter. Pour ce faire, on invite, étape 2, les personnes, quand c'est possible, à venir à une réunion d'information. On les appelle les matinales de l'information, qui ont lieu, donc, comme je vous disais, tous les 2 mois pour avoir un temps de rencontre avec les équipes du CRM, pour découvrir de l'intérieur le CRM. Et c'est un temps qui a lieu le vendredi matin. Alors, on vous donnera les dates à la fin, les prochaines matinales. Il y en a une au mois de juillet. Mais c'est un temps important. Que la personne ait déjà un parcours très bien ficelé ou qu'elle ne sache pas où est-ce qu'elle en est, où elle est perdue, où elle a besoin de réponses. Alors, on n'aura peut-être pas une solution, mais l'idée, c'est de pouvoir déjà répondre et accueillir la personne et accueillir ses besoins et voir comment on peut construire avec elle un parcours. L'étape obligatoire, au-delà de la RQTH, c'est la notification à demander auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, donc MDPH. Elle est obligatoire, justement pour la prise en charge de la formation. Suite à cela, il y aura donc un pré-accueil, je vous en ai parlé, hein, des rendez-vous avec médecins, infirmiers, assistants sociaux, assistants administratifs et l'équipe pédagogique. Ça permet de recueillir les besoins en vue d'adapter au mieux le parcours. Et on arrive enfin, vous me direz, à entrer en formation. Donc, il y a vraiment des étapes au préalable. Et c'est bien pour ça qu'il faut nous contacter pour qu'on puisse, avec vous, vous donner les grandes échéances du parcours en vue d'une rentrée en formation.
Alors, on va essayer d'avancer parce qu'on parle beaucoup. Du coup, on commence à voir le temps passer. Il est 11h30, donc on va essayer d'être rapide sur cette troisième partie, déconstruire les idées reçues. Alors, on se rend compte que public, accueilli, que vous, orienteurs, prescripteurs, il peut y avoir des idées reçues sur notre centre parce qu'on ne sait pas forcément comment y venir. On se pose beaucoup de questions et on a voulu faire une partie un petit peu idée. Alors, on a essayé de les répertorier parce qu'il y en a certainement d'autres, mais des idées qui sont souvent reçues et qui bloquent peut-être l'accès des personnes à notre établissement. Et la première, c'est que au CRM, il n'accueille que des handicapés physiques. Que Oui. dis-tu, Morgane, de cela? Eh ben, je ne sais pas, on va vous poser la question. Je vous relance un petit sondage pour voir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, on va laisser quelques secondes. Je ne vois pas les résultats tout de suite, mais voilà. C'est faux, en effet. Bravo, merci pour votre bonne réponse. Donc, en effet, tous les handicaps sont acceptés. La seule condition qui va être vérifiée, notamment en pré-accueil, c'est que la situation de santé soit suffisamment stabilisée et compatible avec un parcours de formation. Et ce qu'il est important de noter, c'est que dans le champ du handicap, seuls 80% des handicaps sont invisibles. Donc c'est vrai que si on ne prenait que les personnes en fauteuil roulant, on n'aurait pas grand monde chez nous. Voilà. Donc non, bien évidemment, tous les handicaps sont possibles. Et en cas de doute, vous allez le voir plusieurs fois. Surtout, contactez-nous. C'est vraiment l'objectif de cette présentation. Deuxième idée reçue, pour venir au CRM, il y a au moins 3 ans de délai Hum, pour hum. entrer. Alors, qu'en pensez-vous? Je vous relance. Vrai, faux? Êtes-vous d'accord? Alors, je regarde les réponses. Ah, c'est mitigé. Vas-y, lance. Alors, il y avait un petit piège. Alors, on ne peut pas dire que c'est totalement faux parce qu'en effet, il y a eu des périodes où il y avait, pour entrer en préorientation, par exemple, beaucoup de délais. Mais les délais sont vraiment variables d'une formation à une autre, d'un parcours à un autre et d'un moment donné dans l'année à un autre. Donc, c'est vrai que pour en être sûr, toujours nous contacter. C'est vraiment le réflexe qu'on souhaiterait vous faire passer. Enfin voilà, le mot-clé aujourd'hui, c'est en cas de doute, contactez-nous. On a précisé aussi que parfois, certaines entrées peuvent être possibles sur désistement et donc sur des délais assez courts. Donc voilà, vraiment, en cas de doute, contactez-nous. On se répète, mais c'est vraiment super important. Alors là, c'est plutôt un package d'idées reçues. C'est pas pour moi, je suis trop vieux, je suis trop vieille. Alors, on aurait pu faire un quiz. À votre avis, quelle est la moyenne d'âge? On s'est dit que ce serait un peu long. Donc, voilà, la moyenne d'âge des personnes accueillies est de 42 ans. Et on a des personnes qui vont jusqu'à plus de 60 ans parce qu'un parcours professionnel à l'étranger, par exemple, on en a régulièrement, notamment ici avec la proximité de l'Allemagne, et donc ils doivent travailler jusqu'à 67 ans et qui ont besoin quand même de se reconvertir pour pouvoir, voilà, correctement, en adéquation avec la santé, aller jusqu'à ses 67 ans. Donc c'est vrai que non, il n'y a pas de je suis trop vieux. À partir du moment où il y a encore des années à travailler, vous pouvez venir au CRM. Et en cas de doute, Contactez-nous. J'habite trop loin pour venir à Mulhouse. Comment je fais? eh ben oui, ça peut être un questionnement. Donc on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a un hébergement qui est possible au CRM pour une grosse majorité de nos stagiaires. Ce qu'on n'a pas affiché, mais qu'on tenait à vous dire, c'est que pour les gens qui sont hébergés au CRM, qui viennent parfois de loin, l'isolement peut être difficile à vivre. Donc c'est vrai que on a des infrastructures sportives, un gymnase pour jouer au badminton, au ping-pong, on a une salle de sport, on a un stade à l'extérieur pour faire de la pétanque, du basket, on a une piscine, ce qui peut être vraiment un gros atout pour nos stagiaires un foyer avec des animations, un petit lieu où ils peuvent se retrouver, faire des jeux, regarder un match de foot, c'est la Coupe du Monde, voilà. Donc c'est vrai qu'on essaye vraiment de leur maintenir ce lien social pour que j'habite loin soit pas trop difficile à vivre quand ils sont ici. On vous a également mis le réseau FAGER, qui est donc une fédération qui regroupe 168 établissements et services médico-sociaux comme le CRM sur toute la France. Donc,
si jamais ce frein est évoqué, ça peut aussi être une possibilité de voir quels sont les autres établissements, les services, les parcours proposés dans ces établissements, parce que des fois, une partie du parcours peut aussi être réalisée ailleurs, une préorientation par exemple, et c'est pas du tout un souci. Et en cas de doute, surtout, vous nous contactez. Toujours. Je ne suis pas assez handicapée pour venir au CRM. Alors, on l'a déjà entendu, c'est pour ça qu'on l'a mis. Donc là, je vais aller assez vite. C'est vraiment la MDPH qui va, dans tous les cas, statuer sur le dossier. Oui, on accorde le droit à la formation en établissement médico-social ou pas. On n'est pas juge, personne ne l'est. On peut éventuellement préconiser des choses, mais c'est toujours la MDPH qui décide. Alors, deux idées reçues, ça fait trop longtemps que je n'ai pas travaillé ou à l'inverse, je n'ai jamais travaillé. Comment je peux faire? Eh oui. Bon, ma collègue avait un petit peu donné des réponses, des éléments. C'est vrai qu'on a un certain nombre de parcours qui sont là pour justement faire déjà un état des lieux, évaluer quels sont les besoins, quels sont les freins, quelles sont les difficultés, et qui vont après permettre de manière progressive, c'est vraiment important, aux personnes de pouvoir prendre ou reprendre leurs marques et habitudes de vie en vue d'une insertion ou d'une réinsertion professionnelle. Donc c'est vrai que on a des choses chez nous. Le réseau Fagère, avec d'autres établissements, propose aussi certains parcours qui peuvent, dans certains cas, être plus intéressants que ce que nous, on propose. Donc, on travaille aussi avec nos collègues pour vraiment pouvoir toujours proposer, on va dire, les jalons, les étapes sur les parcours qui soient les plus pertinents possibles. Et bien sûr, Vous nous contactez si vous avez un doute ou des questions. Voilà. Je pense que vous l'aurez compris, c'est notre credo. Là, aujourd'hui, ce qui va être important, c'est que vous vous disiez, voilà, vous avez quelqu'un en face de vous qui a un projet de formation et qui pourrait répondre au profil qu'on accompagne. Contactez-nous. Si vous avez quelqu'un, mais qui n'a pas de projet précis, qui est en difficulté pour pouvoir identifier un projet, vous pouvez nous contacter. On a voilà, des dispositifs qui pourraient y répondre. Vous avez des doutes quant à la pertinence d'un métier pour voilà, un usager que vous accompagnez, vous pouvez nous contacter, vous, directement, vous qui accompagnez, pour qu'on puisse en échanger, qu'on puisse. L'idée, c'est pas forcément de vous donner une solution clé en main, mais plutôt qu'on puisse échanger et trouver ce qui est le plus adapté à la personne en vue de son parcours. Là, j'accélère un tout petit peu pour qu'on soit dans le timing. Les prochains événements dont on vous a parlé durant la présentation, donc des réunions d'information, donc les matinales qui se font ici à Mulhouse ou en visio. Donc, si vous êtes loin ou la personne usagée est loin, vous pouvez vous inscrire et ça peut être suivi en visio. Donc, la prochaine est le 10 juillet prochain et il y en aura en septembre, enfin 18 septembre et le 20 novembre prochain. Donc, tous les 2 mois à peu près. Et nous avons des portes ouvertes qui vont avoir lieu le 22 septembre prochain pour découvrir le centre, le visiter. Il y aura des temps d'animation, de rencontres avec des stagiaires, des professionnels. Donc ça peut être un moment assez intéressant pour vous et ou vos usagers. Ces 2 temps, réunion d'information matinale ou porte ouverte, sont sur inscription. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Les informations sont déjà sur le site pour une partie. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, voilà les coordonnées donc, au standard pour vous inscrire. Vous avez aussi notre site internet sur lequel vous allez retrouver donc, effectivement de l'information générale sur le centre, l'offre de formation. Dans l'offre de formation, vous retrouverez des fiches pour chaque dispositif et formation qu'on propose, avec les prérequis, les informations en termes de contenu. Donc, ça peut être déjà voilà, un lieu de réponse pour des questions que vos bénéficiaires, vos usagers peuvent avoir. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Hein, on a aussi de l'actualité sur les événements qui passent. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. On arrive sur le temps des questions. On est à peu près dans le timing, à quelques minutes près. Alors, Mireille, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées ou des questions qui viendraient maintenant? Alors, on regarde sur le fil de la conversation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous avez été donc nombreux à participer. Il y a quelques questions, pas trop finalement. Je pense que la présentation a été très claire. Les questions posées sont plutôt par rapport aux étapes du parcours. Faut-il passer par toutes les étapes? Est-ce qu'il faut passer par la préo pour arriver jusqu'à la formation?
Et ensuite, les questions portent également sur les délais du parcours entre l'après-O, si on commence par l'après-O, jusqu'à la formation. Oui. Alors, pour répondre déjà à la première partie de la question, est-ce qu'il faut passer par toutes les étapes d'un parcours? Alors, non, puisqu'en fait, on va travailler au cas par cas. Il y a des personnes qui ont besoin de chaque jalon. Et d'autres qui vont avoir besoin de certains jalons et d'autres auront besoin juste de la formation. Et ça, on peut en fait l'évaluer qu'en rencontrant la personne, en évaluant en fait où est-ce qu'elle en est du dispositif. Donc à la réponse, est-ce qu'ils sont obligés? Non, ils ne sont pas obligés. C'est à évaluer en fonction des besoins. Pour la deuxième partie, la notion de délai, donc entre la préorientation et une sortie. Alors, il n'y a pas forcément de chiffres, mais je pense à un usager qui est venu chez moi et qui a fait une grande partie des étapes qu'on vous a présentées. Il est resté à peu près 2 ans et demi à 3 ans entre la préorientation, donc qui est de 3 mois, une remise à niveau de 5 mois, un ABC de 6 mois et une formation qualifiante. Alors, chez moi, dans ma filière, on est aux alentours de 16 mois. Avec de l'intercession, on est aux alentours de 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. Si ça peut répondre, encore une fois, c'est pas des données, voilà, c'est un exemple. Ça dépend, hein, là, Ça dépend de beaucoup de choses. Ça peut Ouais. dépendre aussi de l'état de la situation de santé. Enfin, voilà. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de faire les étapes les unes après les autres et de s'assurer à chaque fois que l'étape suivante est vraiment pertinente dans le parcours. Et des fois, il peut y avoir des pauses pour aller un petit peu à l'emploi avant de se former, pour s'assurer que c'est la bonne chose. Enfin, voilà. Il y a vraiment pas de règles et chaque parcours est presque unique. Oui. Peu de choses près. Oui, tout à fait, tout à fait. Et on se rend compte que certains stagiaires qui veulent aller vite, et ça je vous le disais dans la première partie, quelquefois aller trop vite. Alors souvent ils ont des arguments à nous dire, mais vous vous rendez compte, hein, ça fait X années que je n'ai pas travaillé, ça fait X années que je suis en parcours de soins, c'est compliqué que la formation soit si longue, que les délais soient si longs, mais on se rend compte aussi que d'aller trop vite, en fait on n'arrive pas à poser les fondations qui vont permettre en fait de construire le parcours, de construire, de développer les bonnes compétences professionnelles en vue d'une insertion. Et au risque de les revoir quelques années plus tard, revenir faire à nouveau un parcours entier parce qu'en fait, c'était allé trop vite. Ça peut être un risque. Et effectivement, hein, le volet de la santé, c'est aussi une des variables de durée. Comme nous ne sommes pas devins et la personne non plus, effectivement, il peut y avoir des parcours qui se rallongent du fait de la situation de santé qui peut varier, qui peut s'aggraver, qui peut s'améliorer. Donc effectivement, il y a beaucoup de variables pour n'avoir qu'une seule réponse unique à une durée. Est-ce Alors, qu'on a d'autres? Oui. oui, il y a également quelques questions concernant les relations avec la MDPH et Oui. notamment, est-ce qu'il faut déposer une demande auprès de la MDPH pour chaque étape de parcours? Et Alors, aussi des questions autour de la RQTH, les conditions pour avoir accès à nos formations. alors là, je n'ai pas de réponse non plus parce que suivant les MDPH, les fonctionnements peuvent différer. Donc, certaines MDPH donnent une notification au départ et ensuite, on communique, nous, avec les MDPH qui vont nous donner les notifications pour les parcours suivants. Certaines MDPH demandent un dossier à chaque fois et là, il y a pas forcément de règles. Donc, nous, pour certaines, on connaît les fonctionnements, donc on fait avec et pour d'autres, on découvre. Donc, pas de règles. Pour RQTH, la question, c'est de savoir comment on accède à la RQTH, comment avoir une RQTH? Ben, c'était surtout, est-ce qu'il faut absolument avoir cette RQTH et est-ce qu'il n'y a que la RQTH qui permet d'accéder au centre de réadaptation? Alors, il y a la RQTH et il y a l'OETH pour les jeunes, qui est valable également pour rentrer sur les parcours chez nous. Et est-ce qu'il y a également des temps de suspension qui sont possibles? Des suspensions de Oui. parcours? Alors, encore une fois, on essaye de toujours maintenir des parcours pertinents. Une personne qui va avoir, j'en sais rien, une opération avec 3 mois de rééducation ou
on va réfléchir à est-ce que ce temps est rattrapable parce que voilà, il y avait un stage au milieu et que bah, c'est pas grave, il a loupé le stage en entreprise, mais il va reprendre. Ou est-ce que ce temps de formation était quand même trop important et qu'il vaut mieux suspendre la formation, reprendre plus tard? Tout est possible. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Ça dépend de la formation, ça dépend de à quel moment ça tombe, ça dépend de la personne également, de ses capacités à rattraper ou pas. Donc là, chaque situation est évaluée au cas par cas. Et échanger avec les stagiaires. C'est-à-dire c'est Oui. important qu'on ait leur adhésion en vue quand il y a effectivement possibilité d'une suspension, d'une interruption. Ça se tricote avec eux, c'est-à-dire que c'est pas une décision unilatérale, Non. c'est toujours avec la personne. Bien évidemment, tout du long des parcours qu'ils peuvent faire chez nous, on va favoriser l'autodétermination parce que c'est important pour nous qu'ils soient engagés. Mais c'est sûr que dans des moments où voilà, il est question de temps de pause, ça doit être fait et réfléchi avec eux, avec l'équipe pluridisciplinaire, pour prendre une décision réfléchie, mais qui doit être toujours dans le sens voilà, de la personne. De son bien-être. Maintenir quelqu'un qui est en souffrance, c'est pas notre objectif. Quelquefois, il faut prendre le temps que la personne en prenne conscience. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échanges avant d'arriver à une suspension, mais c'est tout à fait possible. Et quand ça l'est, on la déclenche avec la personne. Ensuite, nous avons une question sur les rencontres spécifiques pour les partenaires, tels que la MDPH. Qu'est-ce que nous mettons en place et qu'est-ce qui serait judicieux de faire pour que la MDPH nous connaisse mieux? Ah, excellente question. On peut venir vous voir. On peut venir vous voir. Alors, c'était un peu l'idée de ce webinaire, hein, c'était vraiment de faciliter les échanges et le lien, et que vous comme nous, voilà, on ait des contacts, qu'on puisse aussi échanger, parce que des fois, on peut, la MDPH, pour orienter ou valider une demande de notre part, vous avez aussi besoin de parfois comprendre quel est le besoin, de discuter. C'est arrivé personnellement hein, qu'on échange pendant une demi-heure, trois quarts d'heure sur une situation. Alors, une fois à la demande de la MDPH pour dire, bah oui, mais là, voilà, quand même pour cette personne, là, le traitement a changé, elle semble mieux, il faudrait quand même qu'on essaye de reprendre le parcours. Et comme l'équipe pluri au CRM, bah, en fait, on travaille aussi ensemble à se dire, OK, eh ben, on retente un parcours, on va mettre ça en place, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, OK, on vous suit et on avance comme ça. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est vraiment que vous avez des questions sur une demande que l'on a faite ou sur un dossier que vous êtes en train de traiter. On a reçu la personne en préorientation ou sur un dispositif autre. Vous avez des questions, c'est pas clair. Bah, en fait, l'idée, c'est vraiment de nous rendre accessibles pour qu'on puisse échanger. Ces échanges permettront parfois aussi de déclencher une visite, une présentation en visio, etc., etc. Parce que si vous nous connaissez mieux, bah, vous serez plus à même de venir nous parler, de voilà, peut-être nous inviter sur des réunions d'équipe où on pourra aussi répondre plus spécifiquement à vos questions, parce que suivant qui vous êtes et ce que vous faites dans les parcours des gens, bah, ce ne sera pas les mêmes questions, les mêmes sujets sur lesquels on va échanger. Mais l'idée, c'est vraiment ça, l'échange. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Alors peut-être une dernière question pour. Je suis maître du temps. Est-ce que Mireille, il y aurait une dernière question? Alors, il y a une question concernant l'orientation vers le CRM de la part de la MDPH. Est-ce qu'on peut participer aux présentations sans avoir la RQTH et la notification de la MDPH? Alors, vous pouvez venir au matinal de l'information. Donc, comme je vous disais, le 10 juillet prochain, on a la plupart de notre public du vendredi matin. Ce sont des personnes qui sont en tout début de travail, de réflexion, d'accompagnement et qui ne sont pas à l'étape de la RQTH, de la notification et tout ce qui va avec. Donc, justement, envoyez-les nous sur la matinale. Et même s'ils n'ont rien, on va les informer et on les rencontre pour voir qu'est-ce qui pourrait être envisagé. Mais voilà, matinale de l'information, 10 juillet prochain, n'hésitez pas à nous envoyer. Je précise juste que c'est sur inscription, comme les portes ouvertes. Alors, portes ouvertes, on vous donne l'information, mais les communications officielles ne sont pas encore passées, ça ne saurait tarder. Mais en tout cas, pour les matinales, c'est vraiment sur inscription pour qu'on puisse gérer le flux de personnes et être suffisamment
de professionnels pour les recevoir parce qu'on les reçoit un petit quart d'heure en entretien individuel pour justement faire le point. Est-ce que vous avez déjà les RQTH? Oui, non. Où en êtes-vous dans votre parcours? Est-ce que vous avez déjà fait un travail sur le projet professionnel avec Cap Emploi, avec France Travail? Voilà, on essaye un petit peu de dresser un petit état des lieux de où en est la personne au niveau administratif et aussi dans son cheminement. Parce que c'est aussi ce qui nous intéresse de savoir est-ce que là on est très précoce ou est-ce que le projet est déjà bien maturé. Donc je voulais juste préciser, c'est sur inscription. Alors, on va s'arrêter là pour les questions. Encore une fois, vous l'avez compris, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notre numéro de standard. Vous avez aussi les contacts où vous pouvez par mail nous contacter et on fera le lien avec vous. On reviendra vers vous pour pouvoir répondre peut-être à des questions très précises qui vous concernent. Donc, on termine ce webinaire. Alors, avant de nous quitter, on aurait un petit sondage à vous faire passer juste pour savoir comment vous avez vécu ce webinaire. Ça nous permettra de nous améliorer pour la prochaine fois. Donc, de la même manière que vous avez eu les questions précédentes, vous allez avoir 4 questions qui vont apparaître sur votre écran, qui vont nous permettre juste de sonder votre satisfaction. Merci beaucoup. On vous remercie en tout cas d'avoir été aussi nombreux parmi nous. Tout à fait. Et on espère avoir plein de contacts avec vous très prochainement. Surtout, n'hésitez pas. On n'attend que ça, de vous rencontrer. Donc, on vous laisse quelques secondes pour pouvoir nous faire ce retour. Et puis, nous allons conclure ce webinaire avec un grand merci de votre part. On a été quasiment 80, 84, 85 personnes connectées, ce qui est vraiment top. Merci d'avoir joué le jeu. Alors, c'est sûr, hein, sans parler avec nous, c'est compliqué même pour nous, parce qu'on ne sait pas qui est de l'autre côté. Mais un grand merci d'avoir participé. Le webinaire sera diffusé prochainement sur notre site internet. Le lien, on vous le fera parvenir, ainsi que la présentation, puisqu'on a vos mails. On vous enverra la présentation. Comme ça, vous pourrez le partager aussi à vos collègues qui n'ont pas pu assister à ce webinaire. Donc, on vous remercie chaleureusement. On vous dit à très bientôt et au plaisir de se rencontrer. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.